Bienvenue à tous. Le Gabon, longtemps tributaire de ses ressources naturelles brutes, amorce depuis quelques années un tournant stratégique majeur, celui de l'industrialisation. Face à la volatilité des cours des matières premières, aux limites d'un mode économique extractif et à la nécessité de créer massivement des emplois durables, la transformation locale devient un impératif. Mais au-delà de la seule diversification économique, c'est une question de souveraineté qui se pose. Comment un pays peut-il véritablement maîtriser son développement s'il reste dépendant de l'extérieur pour transformer, consommer, se projeter dans l'avenir? Aujourd'hui, nous posons donc une question essentielle. L'industrialisation peut-elle être le véritable moteur de la souveraineté économique du Gabon, mais pas que? Vous allez vous en rendre compte tout au long de notre échange. Pour en débattre, nous recevons un acteur clé des dynamiques régionales, le directeur du Bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, avec qui nous allons explorer les leviers, les freins et les perspectives de cette transformation structurelle. Monsieur Jean-Luc Mastaki, bienvenue. Merci et c'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous également de vous recevoir. Alors, vous êtes à Libreville au Gabon depuis quelques jours déjà. Peut-être nous dire quel est ou quel était le but de votre visite ici, puisque vous avez rencontré les autorités gabonaises. Alors, le but de la visite et les enjeux. Tout de suite, je veux dire que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, dont le bureau sous-régional est basé à Yaoundé, est un outil au service des États. De nos États, le Gabon fait partie de ces États. Et donc, nous sommes ici, nous sommes à Libreville, pour les contacts réguliers avec un client majeur, comme on dit dans notre jargon, le Gabon, afin de discuter des projets déjà que nous avons dans le pays, nous en avons un certain nombre, mais aussi d'identifier des perspectives à travers lesquelles nous pouvons continuer à accompagner le Gabon. Le Gabon a une ambition très claire, celle de développer un plan national de croissance et de développement. Et la CEA ainsi que d'autres acteurs, nous sommes en train d'accompagner le pays dans ces projets importants. Et nous pensions que c'était le moment pour venir faire le point de tout ça. En débutant votre propos, vous avez dit que la Commission économique des Nations Unies a pour mission d'accompagner les pays du continent dans leur transformation structurelle. C'est un fait, c'est l'une de ses missions principales. Dans la zone d'Afrique centrale, on parle beaucoup d'industrialisation, de l'accélération de l'industrialisation, c'est le but de la CEA. Aujourd'hui, on fait le point. Où en est-on exactement dans notre sous-région? Très bonne question. La sous-région, déjà, comme je l'ai dit, est consciente de ces défis. Et ça, c'est un premier résultat. Nous sommes attelés à sensibiliser la sous-région à partir de l'année 2017, où nous avons établi notre consensus de Douala. Après une démarche très participative avec les grands acteurs de la sous-région. Et depuis lors, première étape, c'était la sensibilisation de nos États pour leur dire il faut diversifier les économies et au cœur de la diversification, c'est l'industrialisation. Une industrialisation que nous voulons inclusive, c'est-à-dire qui crée de l'emploi pour la grande partie de nos populations et qui prend en compte les besoins de marginalité. Une industrialisation durable et le Gabon signe de très belle manière ce concept-là. Il s'agit d'une industrialisation qui préserve le capital naturel que nous avons. Le Gabon, c'est quand même 88% du territoire national couvert par la forêt. Tout modèle d'industrialisation que nous devons adapter doit aller dans le sens de préservation de cet héritage pour les générations futures. Et donc, nous avons réussi et pour un certain nombre de pays, ils ont établi leur plan directeur d'industrialisation et de diversification économique, le Tchad, le Cameroun, la RDC. Nous sommes en train d'avancer vers la mise en œuvre de ces outils que nous avons accompagné nos États à développer. Et pour le moment, pour le Gabon, c'est des réflexions dans ce sens-là. Développer un plan directeur d'industrialisation et de diversification économique qui permettent d'avancer. Il y a des chiffres qui ne trompent pas. Lorsqu'on regarde, la plupart de nos pays, les secteurs extractifs et primaires continuent à être prédominants. L'agriculture pour certains, l'économie minière pour d'autres. Les secteurs de services commencent à évoluer, mais massivement, c'est des services à faible productivité. Nous voulons que les secteurs secondaires, celui de la manufacture, qui tourne autour de 11% dans beaucoup de pays, puissent évoluer. Il y a eu une certaine léthargie, une certaine entassement. Et nous, à la CEA, nous sommes engagés à accompagner nos pays. Non seulement les gouvernements, mais aussi les capitaines de l'industrie, pour qu'il y ait ce dialogue permanent et qu'on puisse avancer. Vous avez dit, est-ce qu'il y a des avancées? Il y en a. Les premières avancées, c'est que la plupart de nos pays comprennent que c'est la zone de libre-échange continentale africaine qui va les mener vers l'industrialisation. Le commerce avec nos acteurs traditionnels, ici, lorsque vous regardez, ne fût-ce que les acteurs avec lesquels commerce
le Gabon, c'est la Chine, c'est l'Union européenne, ainsi de suite. Certains autres acteurs sont en train d'émerger, hein, les économies émergentes. Mais lorsqu'on regarde le commerce avec ces acteurs traditionnels, il s'agit de matières premières brutes. Oui. Mais lorsqu'on regarde le commerce entre nous au niveau africain, c'est des portions importantes de matières à valeur ajoutée, des produits agricoles transformés. Et donc les pays s'engageant sur la ZLECAf, aujourd'hui, nous sommes fiers à la CEA d'avoir accompagné tous nos pays dans ces processus. Nous sommes en train de travailler avec le Gabon sur sa stratégie de la ZLECAf et tous ces pays sont conscients aujourd'hui qu'il faut aller dans ce sens pour s'industrialiser. La CEA fait un travail remarquable, certainement. On voit l'accompagnement que vous offrez aux États. On sent et on se rend compte que l'industrialisation n'est plus un choix aujourd'hui, c'est un impératif. Il faut absolument tendre vers cette industrialisation. Alors sur le continent africain, on organise des rencontres, on organise des sommets, on organise des forums. La volonté politique de nos chefs d'État est réelle. L'engagement, lui, par contre, traîne un peu. Pourquoi on a l'impression qu'il faut des rencontres à chaque fois, expliquer à chaque fois une nécessité, un impératif à nos chefs d'État? Aujourd'hui, quels sont les véritables freins de l'industrialisation sur le continent africain, de façon générale, mais surtout dans la zone d'Afrique centrale et au Gabon, essentiellement? Quels sont les freins qui reviennent le plus souvent? J'ai aimé votre question, sa première partie. Pourquoi c'est un impératif? Avant d'aller sur les freins, je veux vous dire, l'histoire économique récente, très récente, nous montre que nous n'avons pas de choix. Covid-19 a perturbé les circuits d'approvisionnement au niveau global, qui nous met dans une situation très délicate pour les pays à forte dépendance des importations alimentaires, dont le Gabon. Lorsqu'on regarde la part du riz, des céréales et de la volaille dans les importations du Gabon, c'est plus de 20%. Et le taux de croissance de ces sous-secteurs est en train de croître. Nous ne pouvons pas continuer à compter sur les chaînes d'approvisionnement extérieures pour les produits essentiels. Il faut que nous puissions industrialiser et donner la valeur à nos produits pour que nous puissions nous assurer une certaine souveraineté. C'est vous qui l'avez dit, c'est votre mot. Deuxièmement, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé et ce qui continue à se passer entre l'Ukraine et la Russie, encore un bassin d'approvisionnement important en céréales, on se pose la question, est-ce que le modèle que nous avons adopté en termes de dépendance vis-à-vis des produits alimentaires et des produits stratégiques est un modèle qui nous confère de la résilience? Pas du tout. Il nous faut donc, au-delà des perspectives de création d'emplois dont j'ai parlé, il nous faut nous industrialiser. Les freins, évidemment, il faut en parler. Pourquoi? Parce que la plupart de nos économies sont des économies de petite taille et qui ne peuvent pas porter une ambition grande d'industrialisation. C'est pour ça qu'il faut parler pour sceller l'urgence de l'intégration pour des marchés beaucoup plus grands qui pourront porter une industrialisation d'envergure. Première chose. Deuxième chose, il nous faut nous parler parce que pour un certain nombre de choses, des contraintes telles que ceux de l'infrastructure énergétique. On ne peut pas s'industrialiser si on a des coupures d'électricité. Et lorsque vous regardez aujourd'hui les comptes conjoncturels de l'industrie du bois au Gabon, la part de la qualité de l'énergie est tout de suite identifiée. Il nous faut renforcer les infrastructures énergétiques. Et parfois, c'est à travers des arrangements sous-régionaux comme les power pools sous-régionaux qu'on peut résoudre de telles énigmes. Donc, il nous faut nous parler au niveau sous-régional. Et en fin de compte, c'est les corridors, les infrastructures de transport. Si vous voulez vous industrialiser, il faut vous connecter au port, il faut vous connecter au marché régional. Et c'est à travers les corridors routiers, le chemin de fer, ainsi de suite. Ceux-là aussi vont souvent au-delà des frontières nationales. Il faut nous parler. Mais il ne faudra pas, comme vous l'avez si bien dit, que nous ne restions qu'à nous parler. Il faut investir. Investir, c'est mettre en place l'écosystème nécessaire pour l'industrialisation. Les zones économiques spéciales, un concept bien connu au Gabon. Au Gabon, effectivement. Oui, et que nous, à la CEA, nous sommes en train de promouvoir en appelant les pays à aller vers des zones économiques spéciales de nouvelle génération. C'est-à-dire des zones économiques spéciales qui ont un ancrage au sein de l'économie nationale assez poussé, qui permettent donc de bâtir des relations clients-fournisseurs au niveau local pour que les tissus d'entreprises locales puissent se développer. Les zones économiques spéciales de nouvelle génération, c'est aussi celles qui sont au cœur du développement des compétences. Parce que souvent, on a entendu, allez, nous allons transformer le bois au Gabon, mais les Gabonais ne sont pas au diapason pour travailler dans une industrie de pointe lorsqu'on passe à la troisième transformation. Il faut que ces industries, ces zones économiques spéciales soient aussi des centres de développement des compétences pour nos jeunes et de formation continue pour qu'ils puissent avoir accès à l'emploi. Troisième élément, il faut que ce soit des zones vertes, qu'elles puissent avoir à l'idée
l'impératif de préserver la ressource pour les générations futures, mais aussi que ça ne puisse pas être un terrain des jeux des acteurs étrangers seulement, qu'il y ait un contenu local important qui permette à nos entreprises en mode partenariat de participer à ces arrangements institutionnels qui, pour nous, sont des véhicules idoines pour l'industrialisation. Donc le manque d'investissement ou l'investissement qui ne suit pas véritablement des problèmes infrastructurels, les problèmes structurels, les freins, on les connaît. Pour un pays tel que le Gabon, ces freins-là sont les mêmes que ceux rencontrés dans de nombreux autres pays africains. Il y a heureusement des ressources, il y a du potentiel. Le gaz, le pétrole, le sol, la pluviométrie. Et puis, vous, en tant qu'expert, en tant que directeur de cet organisme des Nations Unies, quels seraient, selon vous, ces secteurs-là qui pourraient porter une industrialisation rapide et inclusive au Gabon? Les secteurs qui pourraient porter une industrialisation, vous avez dit deux mots, rapide et inclusive. Je commence par inclusive, l'agriculture. Le Gabon, 20% des importations du Gabon sont des importations alimentaires. Donc j'ai dit 80%, c'est le riz, c'est le blé, c'est la volaille. Il faut que nous puissions nous engager vers l'agriculture. Une agriculture durable, une agriculture verte qui permet de s'intégrer dans l'agroforesterie parce que le pays est forestier et qui permet finalement de pouvoir approvisionner le marché local. Et pourquoi c'est impératif? Parce que l'agriculture est établie du point de vue économique comme un secteur ayant le plus d'effets en amont et en aval sur une économie que d'autres. Donc, ce serait la première. Le deuxième, c'est l'économie forestière. On a dit que 88% de ce pays est couvert par la forêt. L'économie forestière est au cœur de la transformation du Gabon et on peut déjà le voir à travers un COC et qu'il y a un potentiel énorme. Il faut embrasser à bras le corps cette économie forestière en continuant à investir sur la certification et la durabilité, en continuant à investir sur l'inclusivité, le développement des compétences, pour qu'il y ait une économie véritablement locale qui s'intègre dans, et à continuer à investir dans la ZLECAf, pour que nous puissions approvisionner, que le Gabon soit une source d'approvisionnement crédible pour la ZLECAf. Et c'est possible. Des études que nous avons menées à la CEA montrent que l'Afrique du Sud, l'Égypte, par exemple, la Tunisie, ont besoin des produits issus de l'industrie du bois de l'Afrique centrale. Et le Gabon a des opportunités certaines à saisir là-dessus. Au-delà de cela, c'est l'économie minière. Le Gabon a son fer, le Gabon a le manganèse, le Gabon a l'or. Comment est-ce qu'on développe des chaînes de valeur qui sont innovatives et qui sont assez intégrées et qui donnent beaucoup plus de valeur ajoutée à ces minéraux en s'intégrant dans ce que nous appelons les chaînes de valeur régionales. Au lieu que la RDC exploite du cobalt brut, le Gabon exploite son manganèse brut, le Madagascar exporte ce graphite brut, qu'une fois qu'on se met ensemble pour produire la batterie africaine, tous ensemble, ça nous permet de nous placer sur des segments à bon retour en termes financiers, mais aussi sur des segments qui créent de l'emploi. Et donc, c'est cette approche régionale-là à donner de la valeur ajoutée à nos produits dans le secteur minier, ainsi de suite. Au-delà de ces trois secteurs, c'est le secteur des services modernes. Et nous sommes très fiers à la CEA d'avoir accompagné des réflexions sur le potentiel de l'économie digitale au Gabon. Le Gabon est parmi les pays les mieux placés en termes de pénétration d'Internet. Nous sommes au-delà de 70% au Gabon. Il faut aujourd'hui réfléchir sur les perspectives de cette économie digitale pour créer des emplois nouveaux, des emplois du futur. Pour cette génération, Android est très engagée. Le e-commerce est une opportunité majeure. L'intelligence artificielle est une opportunité majeure. Et nous avons organisé il y a 2 mois ici, sous l'invitation du Premier ministre, les assises gabonaises sur l'intelligence artificielle. La magie que l'intelligence artificielle peut apporter à la transformation économique de ce pays, étant donné les fondamentaux qui sont déjà là. Et tout ça demande évidemment qu'il y ait un écosystème politique et infrastructurel nécessaire pour porter toutes ces initiatives. Et tout le monde a un rôle à jouer, pas seulement le gouvernement, mais aussi le secteur privé qui doit investir. Et toutes ces questions de financement, mobilisation des ressources domestiques aujourd'hui, l'endettement, la question de l'endettement se pose. Nous sommes à 80%. Vous parlez de domestication. C'est comme ça que la CEA l'appelle, la domestication de la valeur ajoutée. Exactement. Vous avez parlé des zones économiques spéciales, nouvelle génération. La CEA plaide beaucoup pour ce type de contenu ou d'organisation pour les pays africains. Lorsque vous parlez de domestication de la valeur ajoutée, nous on pense quand même à l'inclusion de certaines couches, notamment les jeunes, les femmes, les PME,
Comment on fait pour intégrer ces couches-là dans ce processus de développement local? Le développement, c'est fait pour nous, pour nos populations. Le développement, c'est fait pour nos acteurs. Et la domestication passe par le partenariat. D'abord, le partenariat ayant promu un climat d'affaires qui permette à ce que les investisseurs étrangers viennent chez nous, c'est un modèle d'investissement tel que le partenariat soit au cœur des accords que nous allons avoir avec eux. J'ai parlé du contenu local. Permettre à ce qu'ils soient en relation avec nos petites et moyennes entreprises. 95% dans un pays comme le Cameroun, 95% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises et des très petites et moyennes entreprises. Nous ne pouvons pas faire le développement sans la majorité d'entre nous. Il faut donc qu'il y ait des arrangements institutionnels qui permettent à ce que les grands qui viennent ici sachent qu'ils doivent avoir un pacte avec la majorité des petits chez nous pour qu'ils puissent avancer. Deuxième élément, c'est la question de développement des compétences dont j'ai parlé. Si nous voulons que nos jeunes travaillent, il faut qu'on les mette au diapason. Oui. Et c'est toute la révolution de la formation professionnelle qui permettra finalement de résoudre les gaps qui existent entre les besoins des compétences de l'industrie ainsi que les compétences que nous avons. Parce que lorsque vous allez parler au secteur privé, au major du secteur privé, tout de suite ils vous disent, vous formez des ingénieurs en RDC, mais ils ne peuvent pas travailler dans l'industrie automobile aujourd'hui, il faut encore les remettre à niveau. Il faut revisiter nos systèmes de développement des compétences et faire en sorte qu'ils soient inclusifs et qu'ils permettent de mettre nos jeunes, la grande partie d'entre eux, au diapason pour qu'ils puissent travailler. Et en fin de compte, c'est aussi la mobilisation des ressources à travers nos investisseurs et l'allocation, la qualité de la dépense publique qui va aller vers ces couches défavorisées et les préparer à faire partie du circuit productif. Et donc, pour nous, c'est le modèle le plus intéressant. Si nous devons nous développer, nous développer de façon durable. La zone de libre-échange continentale africaine, on ne va pas dire que c'est un beau rêve africain. Non, on dira que c'est un objectif réel africain à atteindre. Cependant, cette zone, quand même, a du mal à prendre dans certaines régions. Heureusement, il y a des initiatives. On a eu le temps de creuser, monsieur le directeur. Alors, la CEA lance un méga projet. C'est un projet continental de développement d'une chaîne de valeur des véhicules électriques et batteries en République démocratique du Congo. Pour faire des batteries, il faut du manganèse. Il faut cette ressource-là. Le Gabon est producteur de manganèse. Est-ce que le Gabon, enfin, cette ressource du Gabon n'est-elle pas nécessaire pour un tel projet? Comment on fait pour intégrer le Gabon? Très bonne question. La chaîne des valeurs des batteries et véhicules électriques que nous sommes en train d'accompagner en RDC n'est pas que en RDC. C'est avec la RDC et la Zambie. La RDC et la Zambie, pourquoi? Parce que la ceinture du cuivre, vous savez, le cobalt est un produit lié au cuivre. La ceinture du cuivre africaine, les Copper Belt africains, par la RDC jusqu'en Zambie. Et donc, l'ambition sous-régionale est déjà scellée dès le début. Et le Business Forum, Africa Business Forum, que nous avons organisé en RDC au début de ces projets, a impliqué le Gabon. Parce que nous sommes conscients que la batterie en RDC, c'est une batterie panafricaine. Où j'ai parlé de graphite qui devrait venir du Madagascar, j'ai parlé de manganèse du Gabon. Et tous ces pays faisaient partie des discussions. Et nous pensons que c'est de cette façon-là qu'on va le faire. La RDC a de manganèse aussi, mais le Gabon est plus compétitif que la RDC en termes de manganèse. Et donc l'idée, c'est de dire, ceux qui sont les plus compétitifs approvisionnent la zone économique spéciale que le Congo, que la RDC a cerné maintenant. Elle est en train de prendre corps pour que tous nous puissions approvisionner. Mais pour approvisionner, il faut faciliter les transactions. Il faut associer la fluidité des produits du Gabon vers la RDC et ainsi de suite. Et donc, les pays africains sont très engagés et de nouveau sont en train de venir. Le Zimbabwe est venu pour dire, allez, nous avons aussi d'autres matières premières qui peuvent entrer dans cette batterie-là. L'Afrique du Sud avec ses compétences. Le Maroc aujourd'hui, avec la zone de Tanger, mais d'autres qui sont engagés sur l'automobile. Tous sont en train de venir et donc le Gabon fait partie du processus. Et évidemment, il faut continuer. L'avenir de notre industrialisation passe par les chaînes de valeur régionales. Parce que la taille de certains pays, les capacités techniques de certains pays, la capacité à mobiliser le marché et les finances de certains pays ne permettra pas. Ils ne permettront pas de porter des grands projets d'envergure. C'est pour cela que la ZLECAf est un rêve africain, un beau rêve. Pourquoi? Parce que l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui précise l'Afrique que nous voulons, souligne
que c'est à travers la ZLECAf que nous allons y arriver. De nombreux cabinets de notation, Monsieur Mastaki, lorsque ces cabinets-là sortent des rapports sur le climat des affaires africains, n'ayons pas peur des mots, on va quand même utiliser le qualificatif ombrageux. Ces rapports ne sont pas souvent très élogieux concernant notre climat des affaires. Et là, on parle d'industrialisation. Mais l'industrialisation a un coût. Alors, pour industrialiser nos États, pour toucher cette industrialisation qui est un impératif aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour mobiliser les finances? L'argent, on va le trouver où? Comment on encourage nos États à sortir des moyens pour lancer et accélérer l'industrialisation? Très bonne question. Je commence par l'intrigue qui provoque un peu, la notation. Au niveau de la CEA, nous avons des débats très engagés pour accompagner l'Afrique afin que l'Afrique ait ses agences ou son agence de notation. Parce que souvent, sans dire que la notation est subjective ou briser les miroirs, non. La plupart des agences de notation ne maîtrisent pas souvent les réalités africaines. Et les notations que nous recevons ne sont pas balancées par une bonne maîtrise de notre contexte macroéconomique et ainsi de suite. C'est pour cela que nous sommes, avec l'Union africaine, engagés sur un front pour que l'Afrique ait son agence propre de notation qui pourrait balancer ces jugements qui sont faits ailleurs et souvent très loin de nos réalités. Mais au-delà de cela, la question de mobilisation de ressources pour l'industrialisation. Nous sommes en train de souligner, je vous ai parlé de la question de l'endettement, pas seulement du Gabon, mais de beaucoup de nos pays, qui nous amène maintenant à nous poser des questions sur comment mobiliser les ressources domestiques. Mobiliser les ressources domestiques, c'est élargir notre assiette fiscale. Déjà que la plupart de nos pays, la pression fiscale et l'assiette fiscale ne sont pas très bien maîtrisées. Il y a certaines niches fiscales que nous devrions exploiter aujourd'hui pour mobiliser de nouvelles ressources. Il pourra s'agir pour un pays comme le Gabon de toute la finance verte, par exemple, des financements innovants. La finance verte qui nous permet de nous positionner sur le marché de carbone, qui nous permettent d'avoir des obligations vertes qui permettent de mobiliser des ressources pour financer cette industrialisation. Il s'agit, comme je l'ai dit aussi, de voir un peu certaines niches fiscales qui n'ont pas été suffisamment exploitées. Cette vaste économie informelle qui n'est pas souvent fiscalisée et qui pourrait, au-delà de cela, c'est l'approfondissement de nos systèmes financiers, notre système bancaire et financier, et les mettre au service du développement de l'industrialisation. Parce qu'à la CEA, nous sommes en train de dire que le financement doit être innovant et les événements très très récents des semaines passées nous montrent que nous ne pouvons pas continuer à compter sur des ressources volatiles qui dépendent des volontés des autres. Il nous faut donc identifier des créneaux pour mobiliser l'épargne domestique et canaliser vers l'industrialisation, mais aussi essayer de voir des sources où nous avons un grand potentiel qui n'ont pas été suffisamment exploitées. Nous sommes fiers à la CEA, encore une fois, d'avoir accompagné des réflexions au Gabon sur la comptabilisation du capital naturel, qui permettrait au Gabon de chiffrer la contribution du capital naturel de sa forêt à la croissance et aux autres biens publics globaux, et qui permettrait finalement de traduire ces indicateurs en moyens de négociation pour pouvoir mobiliser les ressources liées au financement vert pour lesquels l'Afrique n'a pas réussi à attirer une grande partie. Et au-delà de cela, financer l'industrialisation, c'est à travers le climat des affaires. Améliorer le climat des affaires pour que des investisseurs viennent chez nous. Et toutes ces zones économiques spéciales qui aujourd'hui ont du vent en poupe en Afrique sont des initiatives qui visent à définir des périmètres bien délimités au sein desquels les incitations sont en place, le doing business est en place, les délais de création d'entreprises, d'accès à certaines aménités est réduit. Et donc, moi, je n'irai pas avec un verre à moitié vide. Hein. Je dirais que nos États sont en train de faire des efforts, mais il faut encore en faire davantage. Il faut garder un regard optimiste. Permettez-nous de sortir rapidement quelques chiffres. Nous nous acheminons progressivement vers la fin de notre entretien, malheureusement. Monsieur le directeur général, la diversification économique va avec le commerce et donc l'intégration régionale. Prenons un cas de figure dans le cas optimiste où vos efforts étaient fertiles et engendreraient une augmentation de la production manufacturière en Afrique centrale. Comment consommer tout cela? Citons, je vous ressors quelques chiffres, ce sont des chiffres officiels. Le commerce régional dans la CEAC est de 1%
Dans la CEMAC, moins de 3%. La libre circulation des personnes est en rodage. Comment on fait? Très bien. Je crois que pour nous, ces chiffres-là, nous ne les présentons pas, nous, comme des freins. Nous disons que c'est des opportunités. Il y a encore de l'espace, il y a encore la surface pour le commerce intra-régional. J'ai parlé de quelques goulots d'étranglement qu'il faut adresser. Il faut fluidifier nos corridors, qu'ils fonctionnent pour que les pays puissent circuler. Il nous faut renforcer nos capacités productives. On ne peut pas commercer que quand on a produit. Et nous sommes en train de projeter, organiser notre réunion statutaire, la réunion d'experts de haut niveau cette année sur les capacités productives et commerciales de la sous-région, pour essayer de voir comment on pourrait améliorer les perspectives de production de la sous-région pour qu'elle puisse échanger en son sein. Et nous pensons qu'au-delà de cela, la ZLECAf aura adressé les barrières tarifaires. Il nous faut embrasser la question des barrières non tarifaires. Toutes ces tracasseries, toutes ces durées passées aux frontières, tout ce qui décourage la fluidité des marchandises, il faut les adresser. Mais plus que tout, il faut que les politiques commerciales marchent de pair avec les politiques industrielles. Parce qu'à travers la politique industrielle qu'on va produire, et qu'on produise des biens de qualité et des biens de prix compétitifs. Parce que nous n'allons pas commercer entre nous que lorsque nos produits seront compétitifs par rapport à d'autres. Il faut donc accompagner. La CEA le fait à travers ses efforts en matière de promotion et d'industrialisation pour que les pays produisent. Mais il faut aussi que nos marchés soient fluides. Et ça passe par un facteur très important, les facteurs de normalisation et de standardisation des produits. Et nous nous y attelons pour aider nos pays à pouvoir avoir les normes et les standards, à avoir des infrastructures de qualité qui permettent à ce que lorsque le Gabon produira du sucre, et si ce sucre arrive à Kinshasa, qu'on ne l'appelle pas autre chose, que nous ayons des nomenclatures harmonisées et que nos institutions de normalisation, de standardisation, de contrôle qualité soient au diapason. C'est pour cela qu'il faut continuer à parler encore une fois. Tout un travail fait autour des règles d'origine. Avant de nous séparer, monsieur le directeur, dites-nous, depuis 2022, rapidement, la ZLECAf est passée à un processus pilote appelé Initiative du commerce guidé. En Afrique centrale, entre 1 et 2 pays y participent. Surprenant. Pensez-vous que le Gabon soit prêt à véritablement tirer profit de cette dynamique? Je pense que nous devons d'abord comprendre le commerce guidé est une initiative pilote. Une initiative pilote parce que souvent on me demande mais pourquoi un pays, ainsi de suite. C'est pilote et ça ne signifie pas que les autres n'y participent pas. Et l'Afrique centrale, lorsqu'on regarde les mouvements sur certains ports, je viens du Cameroun, les mouvements sur le port de Kribi montrent déjà que les cargaisons sont en train d'aller. Et pour entrer à la question sur le Gabon a un potentiel énorme pour participer à la ZLECAf. Je vous ai parlé des produits forestiers, ici la 2e, 3e transformation, qui peuvent être vendus. Je vous ai dit qu'il y a une étude empirique que nous avons menée, qui établit que l'Égypte, l'Afrique du Sud, la Tunisie pourraient être des très bons demandeurs des produits issus de la transformation du bois. Et donc le Gabon peut y participer. Il y a d'autres produits, vous étiez en train de parler vous-même des manganèses qui peuvent participer dans la chaîne des valeurs régionales. Il y a beaucoup de perspectives pour le Gabon. Au-delà de cela, ce sont les exportations. Il y a aussi les importations qui viennent participer à l'industrialisation de ce pays. Lorsqu'on aura un système interconnecté en matière d'énergie, le Gabon pourrait, par exemple, avoir de l'énergie bon marché sur le marché africain. Et donc, il y a tout un tas... Mais comme on l'a dit tout au long de l'émission, il y a des préalables. Et Dieu merci, les pays sont en train de faire le nécessaire. Merci beaucoup, monsieur Jean-Luc Massaki. Je rappelle que vous êtes le directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la CEA. Merci d'être passé sur notre plateau. Un plaisir. On se dit à très vite, certainement. Ah oui, si vous nous invitez. Alors que le Gabon s'inscrit résolument dans une nouvelle trajectoire de développement, l'industrialisation n'est plus une option, mais une nécessité stratégique. Elle incarne la volonté d'un pays de maîtriser ses ressources, de créer de la valeur locale et de s'affranchir des dépendances extérieures qui freinent sa marche vers la souveraineté économique. Aujourd'hui, plus que jamais, il s'agit de transformer nos matières premières, comme l'a dit notre invité sur place, de renforcer notre tissu productif national, de créer des emplois qualifiés et d'attirer des investissements structurants.
Mais pour que cette ambition devienne une réalité, elle doit s'appuyer sur une vision claire, un cadre institutionnel solide, un capital humain bien formé et un dialogue permanent entre secteur public et secteur privé. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Je vous dis modestement au revoir.